Nous sommes 800 000 à cohabiter dans un même écosystème, celui de la communauté métropolitaine de Québec. Ensemble, nous avons structuré, développé et cultivé un territoire bâti et humain. Nous sommes 800 000 voisins. Des terres qui longent le Saint-Laurent jusqu'aux monts et collines laurentiennes et des Appalaches, nos milieux de vie sont façonnés dans un territoire unique. Des voies qui reliaient les villages, nous avons petit à petit aménagé des routes, des villes et des banlieues, tout en morcelant nos espaces selon nos besoins. Pour faire de la place à nos maisons, nos lieux de travail et de consommation, nous avons diminué les superficies de terres agricoles et repoussé les forêts. Des parcs et des aires protégées ont alors été créés pour garder la nature près de nous. Puis, on a relié le tout en traçant des autoroutes, des voies cyclables et des lignes de transport en commun. Une véritable fresque vivante. Ce territoire que nous avons dessiné, nous sommes aujourd'hui plus de 800 000 citoyens à le cohabiter. Vous l'aurez compris, tous ces choix que nous avons faits dans le développement de nos municipalités ont des impacts, que ce soit sur l'économie, sur notre santé ou encore sur l'équité et le tissu social. Il est clair que nous devons regarder derrière pour mieux planifier demain. Et ce qui nous place réellement à la croisée des chemins, ce sont les répercussions de nos décisions sur l'environnement, sur notre territoire et sur nos milieux de vie. Et c'est là qu'entre en scène l'aménagement du territoire. Un coffre à outils essentiel dans la gestion des espaces et dans la revalorisation des infrastructures. C'est surtout un domaine fertile en solutions. L'une d'entre elles, la requalification, c'est-à-dire redonner de la valeur à un territoire en lui apportant une mixité d'usage ou une nouvelle vocation. On peut penser, entre autres, au réaménagement d'un secteur abandonné qui devient un milieu de vie complet et plus attractif grâce à plusieurs commerces de proximité, des lieux de loisirs, d'emploi et de résidence. Les impacts de nos choix d'aménagement et nos connaissances actuelles dans la gestion de l'espace nous amènent à rebrasser les cartes. On en vient à revoir certaines de nos décisions, comme entre autres densifier la ville plutôt que de l'étendre. On réalise aussi que le vivre ensemble passe par un meilleur aménagement du territoire. Qu'une collectivité épanouie doit répondre à des besoins aussi diversifiés que les gens qui la créent. Et vous, quel est votre milieu de vie idéal? Dans mon milieu de vie idéal, j'ai des services de proximité, puis j'arrive à cohabiter avec des gens de toutes classes, de toute nationalité. Un quartier à échelle humaine, proche des services, dense, où on peut marcher à pied. On a décidé d'acheter une maison à Beauport parce que c'était plus accessible pour nous, puis parce que ça nous rapprochait aussi d'une école qu'on voulait pour nos enfants. Charlesbourg-Nord, c'était quand même abordable pour l'achat d'une première maison. J'ai décidé de retourner dans le quartier que j'ai grandi, que mes parents ont eux-mêmes sélectionné. Je me voyais pas aller dans un autre quartier que celui-là. Le quartier dans lequel je suis, c'est un quartier qui est quand même... c'est un quartier qui, pendant que j'étais longtemps, était quand même assez vieillissant. On était un petit groupe d'enfants. C'est un quartier assez jeune avec plusieurs enfants. Il y a un parc à proximité. L'idée de m'installer dans le quartier Montcalm, c'est quelque chose qui a été présent dans mon esprit pendant plusieurs années. C'est pour tout ce que le quartier offre en termes de services, de proximité, puis aussi la possibilité de tout faire à pied. On est réfugiés politiques de la Colombie. Quand on est arrivé au Québec, on voulait nous envoyer en région. Nous, on a choisi Saint-Sauveur. Puis finalement, on a simplement décidé de rester là, puisque tout se fait à pied. Puis les services de proximité étaient quand même là. Pour moi, Saint-Sauveur, ça serait vraiment un endroit idéal pour rester assez longtemps. Mais il y a un enjeu que je trouve qui est assez important, c'est le manque de transport en commun dans le quartier. C'est un quartier qui est très central, mais qui est vraiment mal desservi par le système de transport en commun. À une certaine époque, je me serais plaint du fait qu'à Lévis, des fois, c'est compliqué de se caler une poutine le dimanche le soir, là, parce qu'il y a bien des choses qui sont fermées. C'est sûr que dans mon quartier, il n'y a pas de piscine publique à proximité. Et ce que j'observe aussi souvent, c'est... en fait, le manque de sécurité au niveau des gens qui circulent. Par exemple, les gens qui passent sur des feux rouges, les cyclistes qui passent sur des feux rouges. Moi, j'habite en banlieue, puis j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire plus de choses à pied, pas avoir à me déplacer au centre-ville pour des
autant des petits cafés ou des rencontres pour le travail. Ou, je pense que j'aimerais moins utiliser l'auto. J'aimerais vraiment ça habiter dans un milieu où est-ce qu'il y a plusieurs services, des restaurants, des bars à 5 minutes de chez moi, mais en ayant toute la quiétude un peu qu'on retrouve un petit peu plus loin lorsqu'on sort de la ville. Plus de verdure, plus de parcs. C'est ça. Je dirais que j'aime ça, de chiller dans des parcs, beaucoup. C'est une des raisons pourquoi je suis dans Limoilou. Carole Després, directrice du groupe interdisciplinaire de recherche sur les banlieues, et Michaël Boutin, directeur du service de l'aménagement du territoire à Sainte-Brigitte-de-Laval, ont la même mission. Trouver les meilleures façons d'aménager les régions périphériques de Québec pour en faire des milieux de vie durables. Ils se sont rencontrés dans un café de Lévis pour une partie de questions-réponses. Voyons voir ce qu'ils ont à dire. À la pige. À la pige. Donc, Carole? Oui. On entend souvent parler de densification comme une solution pour ralentir l'étalement urbain. Quelle forme ça peut prendre et est-ce la seule façon de faire? Le fameux mot densification, que j'aime pas beaucoup parce que malheureusement, la densification a été associée avec des immeubles en hauteur. Et malheureusement, c'est aussi beaucoup de la manière que les promoteurs la mettent en œuvre. Mais une densité, c'est une quantité sur une superficie. Fait que ça pourrait être un nombre de logements sur des hectares. Mais c'est pas un nombre d'étages sur une superficie. Puis, tu sais, tu pourrais faire des petites maisons rangées, puis tu peux facilement aller chercher des densités qui sont 3 fois ce qu'on a dans le périurbain présentement. Puis tu pourrais faire vivre du transport collectif avec ça, puis des commerces. Moi, j'aime mieux parler d'intensification. C'est insérer des bâtiments dans, on appelle ça des dents creuses, des terrains vacants, là, tu sais. Puis il y a la notion aussi de densité perçue puis densité réelle. Réelle, c'est tu vois une tour sur un terrain, tu dis c'est tant de logements sur le terrain. Perçu, tu mets de la verdure, tu diminues les hauteurs, tu respectes l'intimité des gens, personne ne voit sur le balcon de l'autre. Puis tout à coup, même si tu augmentes la densité, la perception reste positive. Veux-tu que moi aussi, je pige? Oui. OK, alors j'y vais. Alors, Michaël? Quels sont les bienfaits de la transformation des milieux de vie existants? On parle souvent de favoriser la mixité. En fait, autant résidentiel que commercial pour répondre à des besoins au niveau des services de proximité. Aussi, on peut chercher des interrelations, en fait, avec certains quartiers limitrophes, justement pour favoriser la mobilité durable à l'interne. Donc, on parle de trottoirs, sentiers piétonniers, pistes cyclables, en fait, même des sentiers multifonctionnels, pour qu'il y ait une interconnexion entre les milieux, là. C'est le fun. Ce que tu parles, en fait, c'est de travailler plus sur la qualité que la quantité. La qualité, c'est être capable de marcher à pied dans son quartier, d'avoir accès à certains services, d'avoir accès à des équipements aussi. Fait que la localisation, où est-ce qu'on va mettre ces logements-là, ça me semble fondamental, non? Effectivement. Puis plus ça va, il y a commence à y avoir des reconversions de bâtiments à même notre noyau villageois qui favorise, en fait, qui répond à un besoin en matière de logement. Je suis sûr que notre énergie, présentement, on la met justement pour favoriser la mixité là, des différents usages. Bon, alors moi, je te pose une autre question. Oui. Comment un aménagement optimal du territoire peut-il devenir un outil dans la lutte au changement climatique? C'est une excellente question. Au-delà de la planification du territoire, chaque ville devrait normalement faire une planification stratégique. En fait, c'est une forme d'introspection, à savoir, la ville est rendue où maintenant, puis c'est où qu'on veut se voir dans un horizon de 5 à 10 ans. Donc, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses, il faut connaître ses opportunités et ses menaces. Donc, la planification du territoire passe par cette planification-là qui est faite à la fois par les élus, les citoyens, donc même les employés de l'administration. Donc, c'est un consensus qui est global. Fait que quand on veut faire des projets, bien souvent, ça passe mieux. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que malgré les changements de conseil cumulatifs avec le temps, on est pas mal là-dedans à Sainte-Brigitte, bien, au moins, la planification reste avec la ville. Donc, c'est même si les élus changent aux 4 ans, bien, au moins, on a un plan. Ça vous assure une stabilité, là. Exactement. C'est super important que la ville se dote de ce genre de documents-là là, pour... Oui, puis c'est intéressant, tu parles d'approche participative. Tu sais, on travaille sur des milieux existants, là. Bien, c'est sûr. Puis comme tu disais tout à l'heure, les gens viennent chercher de quoi dans le périurbain qu'ils n'ont pas nécessairement au centre-ville. Donc, de venir mettre le centre-ville dans le périurbain, pour ces gens-là, c'est un outrage, là. C'est ça. Mais la question, c'est, on peut être durable dans le périurbain? Je crois que oui. Hein?
Tu sais, on a des Costco de ce monde, pour ne pas les nommer, mais tu sais, on s'en va loin, on prend l'auto. On est-tu capable de magasiner localement, plus localement? On est-tu capable de créer des centres de télétravail ou de coworking où on est capable d'aller en vélo 3 jours par semaine, puis 2 jours? Tu sais, on peut être durable, mais il faut choisir. Le gros défi, c'est réduire les distances. Distances de déplacement. Il y a aussi, pour la population, une responsabilisation, là. Si tu t'en vas te construire une maison dans le périurbain, puis que tu as ton gros 4x4 à côté, puis que tu fais tout à l'extérieur, individuellement, tu ne contribues pas à faire de ce milieu-là un milieu durable. Et effectivement, c'est sûr que, oui, pour des villes comme nous qui sont enclavées, malheureusement, c'est notre principal défi, créer de la rétention, oui, créer une synergie pour que les gens consomment au niveau, oui, commerce, communautaire, activité, pour que les gens restent et consomment Sainte-Brigitte, parce que oui, on a beaucoup de fuites, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui travaille à Québec, donc consomme plutôt à Québec qu'à Sainte-Brigitte. Bien, un autre défi, c'est la mission que mon groupe de recherche s'est donnée, c'est de faire des anciennes banlieues des écoquartiers, pour que les gens qui vont chercher dans le périurbain ce goût de nature, puis d'intimité, etc., puissent le retrouver dans les anciens quartiers. Il y a énormément de places dans les banlieues, les vieilles banlieues des années 50, 60, 70, qui sont à rénover, anyway. Les rues sont à refaire. Bien, on a de la place là pour transposer les valeurs qu'on retrouve peut-être à Sainte-Brigitte, puis dire, on peut-tu les amener dans ces quartiers-là? Verdir, on va en planter des arbres, on va faire des rues écologiques, on va insérer des petites maisons sur des terrains qui sont immenses. Fait que je pense qu'il y a d'une part contrôler ce qui se fait dans le périurbain pour faire mieux. Hein? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, tout à fait d'accord là-dessus, oui. Puis s'assurer qu'on offre un produit durable dans les vieilles banlieues, c'est-à-dire qu'on les rende plus marchables, plus vertes, plus intéressantes, tout en augmentant la densité, sans penser nécessairement à tour et oui. projets en hauteur, mais d'offrir un produit qui ressemble à ce que les jeunes cherchent ailleurs, là, pour s'assurer qu'on les garde plus près. Oui, effectivement, très beaux défis qui vont nous amener justement à repenser justement la banlieue puis éviter justement de voir la croissance infinie de ces banlieues-là qui contribuent malheureusement à l'étalement urbain. Bien, ça a été belle fun de voir Michael puis d'échanger sur nos visées communes, hein, qui se rejoignent malgré le fait que moi je travaille sur les banlieues de première couronne surtout, puis toi toi qui gères un territoire périurbain, là, mais c'est là qu'on voit que c'est pas incompatible. Effectivement. Puis si ça donne, bien, je t'inviterai à venir faire un tour à Sainte-Brigitte. Bien, ça va me faire plaisir. C'est vrai qu'un bon exemple de requalification et de densification, ce sont les écoquartiers. On pense notamment à celui de la Pointe-aux-Lièvres, près de la rivière Saint-Charles. Intrigués? Allons voir ça de plus près. Avant que la Ville décide de créer un écoquartier à la Pointe-aux-Lièvres, c'était une friche industrielle jusque dans les années 80 à peu près. Là où la Ville a commencé à acquérir des propriétés, à les démolir pour créer justement un écoquartier habitable. On se trouve présentement dans la cour intérieure des écopropriétés Habitus. Ce qui est important à souligner, c'est que ce projet-là a été fait dans le cadre d'un appel d'offres public par la Ville de Québec qui souhaitait amener des jeunes familles dans l'écoquartier. Donc, c'est 52 maisons en rangées superposées. Donc, chacune des unités a un minimum de 3 chambres à coucher. Pour la Ville de Québec, quand elle a élaboré ses projets d'écoquartier, parce qu'elle en a initié 2, donc celui ici à Pointe-aux-Lièvres et un autre à Décimoville, donc elle a établi ses propres critères. Évidemment, la décontamination du sol en est un important. La deuxième chose aussi, c'est de rééquilibrer les différents moyens de transport. Donc, c'est pas terminé, mais les rues vont être plus étroites. Donc, la place du piéton va redevenir importante. L'automobile n'est pas exclue totalement, mais elle est limitée dans la surface qu'elle occupe.
En plus de ça, bien, il y a tout le verdissement qui se fait à travers ça. Donc, le verdissement des emprises publiques avec les trottoirs. Il y a aussi le verdissement sur les propriétés privées. Donc, celui-là ici est un bon exemple avec une cour intérieure totalement aménagée. Il y a des choses qu'on voit moins en surface. Donc, il y a le souterrain aussi. Donc, tous les réseaux d'aqueducs et d'égouts qui sont refaits, remis à neuf, mis à niveau. Il y a également l'architecture, donc les matériaux utilisés. Celui-là est aussi un très bon exemple, le projet Habitus, parce qu'il y a l'utilisation du bois qui est très favorisé dans l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Donc, c'est tous des éléments là, qui font de ça un écoquartier. Tout relier ça ensemble avec la rivière, avec le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Présentement, on est sur la rue Biquel, la petite rue Biquel. C'est une rue qui a été totalement réaménagée, donc trottoir élargi, des banquettes qui séparent la chaussée de la circulation piétonne. La ville a installé dans ces deux écoquartiers des contenants enfouis pour les matières résiduelles et le recyclage. Donc, c'est des contenants qui sont vraiment sous terre. Et il y a seulement une borne comme ça dans laquelle on dépose nos trucs et qui s'en vont dans une très large cube de 5 mètres cubes chacun. Et on fait la collecte avec un camion, avec une grue latérale. Donc, c'est unique dans les écoquartiers et je pense pas qu'il y en a beaucoup au Québec de ça. Si vous voyagez en Europe, il y en a évidemment dans plein de villes européennes, mais ici, c'est quelque chose qu'on a essayé. C'est un projet pilote là, qu'on apprend. Il y a des petits trucs à ajuster, mais on est bien content. On est devant une grande fierté qu'on a, c'est la passerelle de la Tortue. Donc, passerelle qu'on a inaugurée en juillet 2021. Cette passerelle-là, elle a vraiment un objectif très important pour l'écoquartier. Donc, c'est de rendre accessible aux nouveaux citoyens de l'écoquartier aux commerces et services de proximité qui sont situés de l'autre côté, dans la 3e avenue, donc dans le quartier Vieux-Limoilou. Et l'autre utilité, évidemment, c'est de rendre accessible le parc de la Pointe-aux-Lièvres ici pour les résidents du Vieux-Limoilou. Double objectif réussi. Les gens l'ont bien adopté dès son départ. C'est certain que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs centaines d'unités d'habitation construites. On n'a pas fini, les travaux se poursuivent, donc on l'a vu au tout début avec les démolitions, la décontamination. On a d'autres phases d'aménagement prévues, donc dans le parc. On a aussi d'autres phases pour réaménager les rues existantes, donc réduire les chaussées, élargir les trottoirs, verdir les bordures. Donc, tout ça s'en vient au cours des prochaines années. Si vous revenez dans quelques années, vous allez trouver que ça a encore changé beaucoup. Revaloriser, densifier, aménager des parcs, élargir les trottoirs. Est-ce que tous ces projets parlent aussi à la jeune génération? Nous avons lancé la discussion avec des élèves de l'école secondaire Le Sommet à Charlesbourg. Le milieu de vie idéal, je pense que ça serait d'avoir des places où aller parce que maintenant, c'est la COVID, comme on le sait tous. On a tous été pognés dans nos maisons pendant 2 ans. Fait que le fait d'avoir plus de parcs, des magasins, parce qu'on a les galeries de la capitale, plein d'affaires de même, mais je pense que ce serait important d'avoir plus de place. Ouais. Dans le fond, on n'a pas encore l'âge d'avoir nos permis. Là. En ce moment, on a juste 15-16 ans. Et c'est tout le temps nos parents qui doivent nous faire nos lifts pour aller à des endroits. Fait que je comprends que des fois, ça doit aller tanner. Puis ce serait
une bonne idée d'avoir des trucs plus proches d'ici pour qu'on puisse se rendre à pied, pas en bus, parce que le bus, je me perds tout le temps en bus. Fait que je préfère comme marcher, mais pour faire des sorties avec nos amis, puis des places extérieures pour avoir... pour s'amuser dehors au lieu de juste tout le temps magasiner puis aller au resto, même si c'est le fun. Personnellement, je trouve qu'on devrait avoir plus de parcs, de parcs extérieurs pour aller marcher puis se divertir. D'avoir plus de choses proches de chez nous. Pas besoin d'avoir nécessairement des lifts de nos parents ou autres. Ouais, juste le fait de marcher, ça nous fait sortir puis changer de décor un peu. Là. Ouais, aller avec nos amis. Ouais. Nous, on a l'âge de travailler. Et c'est le fun, ce serait le fun d'avoir un travail qu'on aime. Moi, je travaille à des endroits que c'est pas vraiment mes endroits préférés parce que c'est ce qui est proche de chez moi. Puis ma mère, elle veut pas vraiment aller me porter trop loin de chez nous. Surtout quand je reviens de l'école, je peux pas aller travailler comme Galerie de la Capitale ou parce que c'est trop loin, là. Ce serait juste impossible. Aussi, il y a beaucoup d'activités pour l'hiver. Il y a le ski, le patin, plein d'activités, mais je trouve qu'il y en a pas beaucoup pour l'été. Il y a, comme tu as dit tantôt, les parcs, il n'y en a pas beaucoup. Puis ça, c'est des activités qu'on peut faire l'été entre amis, comme faire des pique-niques, se voir entre filles, puis entre gars aussi, là. Les piscines municipales. Ah oui. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment rare, puis, surtout dehors. Oui, dehors, c'est ça. Il y en a en dedans, mais c'est pas le même... c'est pas la même... sensation. Oui, la même sensation. Il fait chaud l'été, puis quand on a envie de se baigner, puis on n'a pas nécessairement envie d'aller dans une piscine publique qui est à l'intérieur, c'est pas le fun parce qu'il y en a pas beaucoup. Ouais. Ben, j'en connais pas proche d'ici. Moi non plus. Non, fait que je pense que ce serait une bonne idée de mettre des piscines publiques à l'extérieur. Inspirante discussion, n'est-ce pas? Parlant d'inspiration. Le projet Cénac, en plein cœur de Vancouver, fait partie de ceux qui suscitent beaucoup d'enthousiasme. Mené de front par la nation Squamish sur son territoire ancestral, ce sera le plus gros projet carboneutre réalisé au Canada. Le quartier, principalement piétonnier, sera élaboré autour des transports en commun et actifs. Défini comme un village dans un parc, les infrastructures résidentielles et commerciales occuperont seulement 15 % du territoire. D'ailleurs, un des aspects qui fait le plus jaser, c'est l'utilisation du terrain vacant sous le Burrard Street Bridge, au cœur du quartier. On y aménagera une aire de jeu, un terrain de basketball et une terrasse verdoyante. Un toit vert sera même créé sous le pont. Et vous n'avez pas tout vu. Le complexe de 11 tours aura une architecture inspirée de la culture et l'identité squamish. Il comprendra 6 000 logements, principalement locatifs, dont près de 1 000 loyers plus abordables et destinés à la communauté autochtone. Sur une trentaine d'années, la nation Squamish espère générer 10 milliards de dollars en revenus de location qui serviront à aider ses membres en finançant, par exemple, des soins aux personnes âgées, des groupes de soutien linguistique ou une aide au logement au-delà de son territoire. C'est aussi un des legs du projet Technopole Angus à Montréal, le premier écoquartier certifié LEED au Québec. Cet ancien secteur industriel a été remis à neuf et transformé en quartier mixte avec des espaces résidentiels et commerciaux. Un vrai village urbain. Ce qui fait sa force, ce n'est pas seulement d'avoir vu le potentiel habitable des anciennes usines, mais d'en avoir fait un véritable carrefour de vie. À un jet de pierre d'une station de métro et connecté aux lignes d'autobus et aux pistes cyclables, le Technopole Angus rallie plus de 3000 travailleurs qui convergent tous vers cet écoquartier. Avec cette revitalisation urbaine vient aussi une volonté de réduire l'empreinte écologique. Pour y arriver, les concepteurs ont notamment verdi 25 % de la superficie de l'écoquartier et alimenté certaines sources d'eau, comme les toilettes, avec de l'eau de pluie. Ingénieux, non? Une autre avancée intéressante, c'est la boucle énergétique innovante. Une technologie qui répartit les masses d'air chaud et d'air froid en fonction des besoins de chaque espace dans chaque bâtiment. Non seulement ça permet de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, mais ça réduit de 40 % la consommation d'énergie pour le chauffage ou la climatisation. Un autre volet inspirant du projet, c'est la construction de résidences abordables. En plus de permettre à des familles de s'installer en milieu urbain, elles minimisent du même coup leurs déplacements en auto. Des logements sociaux pour étudiants et pour les personnes autistes garantissent aussi une mixité sociale nécessaire pour le dynamisme du quartier. Qui aurait dit il y a 30 ans que cette friche industrielle deviendrait un des coins les plus animés de la ville? Tout
toute ma vie, moi, se déroule vraiment dans ce qui se passe dans mon quartier. Évidemment, je favorise les achats dans mon quartier, les activités dans mon quartier. J'aime ça prendre mon temps. J'aime ça accéder à des endroits avec une certaine facilité. Je crois qu'à Saint-Sauveur, il peut y avoir plusieurs améliorations. Au point de vue de l'urbanisation, ça, c'est sûr. Bien, l'aménagement du territoire puis l'urbanisme a un impact sur ces enjeux-là. Je crois juste qu'il faut travailler sur comment s'unir puis créer un tissu social qui peut nous accueillir tous. Il y a moyen d'avoir les avantages des quartiers que les gens aiment bien ici en Amérique du Nord, mais sans certains des désavantages. Il y a moyen de faire des quartiers comme ça, un peu plus compacts, avec plus de facilité à avoir des lignes de transport en commun, puis avec une culture un peu différente par rapport à l'utilisation de la voiture. Puis je pense que ça, c'est un enjeu super important parce que ça a un impact énorme, ce mode de vie-là, de la banlieue, de l'automobile par rapport au changement climatique. Un véritable coffre à outils, l'aménagement du territoire? Et comment? On saisit mieux les impacts de nos actions et les possibilités qui s'offrent à nous pour revaloriser nos quartiers. On comprend que c'est en harmonisant le développement de nos municipalités pour les rendre dynamiques et durables que nous aurons un territoire où nous et nos 800 000 voisins auront envie d'habiter.